Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tour d'Horizon. Nous entrons dans une zone sensible. Si vous l'osez, suivez-moi et pénétrons dans une zone de secret, une zone numérique qui contrôle, prend le contrôle, génère, crée, pour certains plagie ou recopie, une zone grise, nous entrons dans le monde mystérieux de l'intelligence artificielle. Elle s'immisce peu à peu dans toutes les sphères de la société, et si pour l'instant elle restait pour la plupart confinée dans nos téléphones ou jeux vidéo, elle s'invite progressivement dans nos yeux, nos oreilles, nos petits comme grands écrans, voire même dans nos livres. La culture aussi est touchée, mais pas coulée. L'intelligence artificielle regroupe schématiquement des outils capables de réaliser des tâches en reproduisant des comportements humains. Elle est plurielle, représente un éventail de techniques et d'applications basées sur des algorithmes qui peuvent apprendre et s'améliorer de manière itérative en analysant et en intégrant les informations fournies. Aujourd'hui, c'est l'IA générative qui révolutionne le domaine, car là où précédemment elle était soumise à des algorithmes spécifiques pour accomplir des tâches définies, précises, le résultat ici devient infini. Son usage augmente de manière exponentielle et touche des artistes qui doivent ainsi jongler entre éthique et artistique. Côté grand écran, l'IA est utilisée depuis un certain temps. Dans l'animation déjà, comme dans les Spider-Man de Miles Morales, elle est utilisée pour gagner du temps dans la gestion de la physique des animations ou pour régler certains micro-détails grâce à des logiciels performants. Le Seigneur des Anneaux notamment utilisait déjà l'IA pour créer de grandes foules réalistes. Enfin, des usages en post-production pour améliorer certains effets spéciaux sont aussi apparus, puis les IA génératives. Certaines sont des outils, d'autres de véritables machines de production. Selon une étude du CNC, la moitié des professionnels de l'industrie audiovisuelle ont essayé des outils IA dans le cadre professionnel. Près de 80% d'entre eux continuent de s'en servir, au moins ponctuellement. 45,5% l'utilisent dans la pré-production, 69,7% pour la production, 45,5% pour la post-production, 77,5% ont recours à l'IA générative. Des outils comme Sora permettent de générer des vidéos de quelques secondes d'une qualité impressionnante. Alors, ils peuvent être utilisés pour générer des plans d'illustration dans des films, des documentaires, ou bien même des plans de coupe sans plus se rendre sur place ou aller les chercher dans une banque d'images. Seulement, des films entiers peuvent être générés. Certains réalisateurs se disent prêts à générer principalement des dessins animés pour enfants uniquement avec l'IA. Ainsi, les prochaines générations pourraient avoir comme porte d'entrée au cinéma, voire à la culture, des œuvres créées par un algorithme. Aujourd'hui déjà en pré-production, plusieurs IA chez Apple ou Meta ont lu des centaines de milliers de scénarios pour pouvoir en générer à leur tour. Alors si certaines œuvres comme le court-métrage Sunspring en 2016 dont le scénario est 100% IA sont très transparents sur le sujet, d'autres productions pourraient être beaucoup plus évasives. Ainsi, le scénariste de la série Andor a déclaré ne pas vouloir mettre en ligne son scénario de peur qu'il entraîne ces algorithmes. Des outils tels que Scriptbook peuvent relire un début de scénario et trouver la meilleure intrigue du film possible, comme ça a été le cas pour Logan. Alexandre Astier, par exemple, a expliqué avoir utilisé un outil développé par lui-même pour assurer la cohérence de son scénario pour Kaamelott deuxième volet. Le studio Warner Bros, lui, utilise Cinélytic, qui permet d'estimer la valeur marchande d'un acteur et d'en déduire le succès financier du film. Une fois le texte écrit, l'IA peut également créer une ébauche du storyboard à présenter aux investisseurs, puis planifier le tournage, proposer des plans, des lieux, voire des acteurs, y compris morts. Que ce soit pour prêter leur voix, leur visage ou leur corps, certains acteurs comme Bruce Willis signent un contrat pour aider leur famille. Certains débutants peuvent aussi signer ces contrats pour un faible revenu, pour de la figuration destinée à rester à jamais dans les bases de données des studios. Alors le réalisateur pourrait se retrouver dans la position de simple exécutant. En post-production, les usages sont nombreux. Du simple photomontage de rajeunissement, de vieillissement d'un acteur ou de son incrustation dans une photo, elle peut aussi modifier les expressions de visage comme l'a déjà fait Disney dans les films Marvel avec Face Director. Ainsi, la performance de l'acteur s'en retrouve compromise. Comment savoir ce qu'il joue vraiment ? Surtout lorsqu'il reçoit un prix d'interprétation comme Adrian Brody, dont l'accent aurait été appuyé numériquement dans The Brutalist. Enfin, Disney a même utilisé une IA pour le générique complet de sa série Secret Invasion. L'un des usages de l'IA qui inquiète surtout concerne la VF. Si déjà elle peut traduire automatiquement les œuvres, bientôt sans besoin d'une relecture humaine, elle peut aussi recopier la voix d'un acteur ou d'un doubleur. DeepDub ou Eleven Labs proposent déjà des outils de doublage automatisés. Ainsi, le mouvement Touche pas à ma VF est né avec de grands noms du doublage français pour s'opposer à ces usages qualifiés de vol. Dans le marketing ensuite, l'outil IBM Watson permet de générer la bande-annonce la plus attrayante pour un film, comme ce fut le cas pour le long-métrage Morgan. Des affiches peuvent aussi être générées, comme pour le film Civil War de Marvel chez Disney, avec des illustrations apocalyptiques numériques. Netflix a déjà curieusement utilisé des images IA comme affiches pour ses films et ses séries
au lieu des images des œuvres elles-mêmes. La plateforme utilise aussi l'IA dans son système de recommandation et certains sites de streaming développent une IA permettant de résumer une partie de la série déjà visionnée, par exemple si le spectateur revient 1 an après avoir vu les 3 premiers épisodes. Le cinéma est alors bien touché par l'IA. Avec de l'IA entraînée par leurs œuvres, certains artistes accusent les entreprises comme OpenIA de vol et certains studios les attaquent en justice comme Disney, pourtant usagers de ces outils. Le débat éthique reste ouvert car au fond, une IA ne fait que s'inspirer comme le ferait un humain talentueux. Si l'œuvre est publiée, c'est un plagiat, mais ce phénomène n'est pas nouveau. Le réalisateur Miyazaki des studios Ghibli se disait écœuré des reprises IA de ses créations et qu'elles étaient une, je cite, insulte à la vie, d'autant qu'avec des productions en IA toujours plus bluffantes, la valeur des productions originales humaines, des animations, performances ou effets spéciaux change, car font à côté pâle figure. Certains réalisateurs au studio, comme Illumination, s'engagent fermement à ne pas utiliser ces technologies avec des messages en amont ou dans le générique de leurs films, mais d'autres, comme Sony ou Lionsgate, y trouvent une opportunité. Alors, comment va se diviser l'industrie ? L'IA sera-t-elle inévitable ou ne rencontrera-t-elle pas de succès chez le public ? Rien n'est moins sûr. Sur le papier, en littérature, l'IA améliore des textes, permet d'éviter la page blanche, voire de générer complètement des ouvrages. Des centaines d'ouvrages écrits par des algorithmes ont été publiés en masse sur Amazon avant que l'entreprise ne limite à 3 le nombre d'ouvrages publiés par jour sur son site. Le nombre est limité, mais la qualité suit-elle ? Aoran Chu et Xiao Liu ont mené l'enquête en réalisant une étude en 2024. Un échantillon représentatif de consommateurs répondait à une myriade de questions portant sur le sujet. Il leur était demandé de lire un texte écrit par un humain, un autre écrit par ChatGPT, puis de donner leur avis sur la qualité narrative du texte et son impact sur le lecteur. Parfois, les chercheurs ont volontairement inversé les textes pour observer les réactions. Résultat, les lecteurs étaient souvent plus exigeants à la lecture des textes présentés comme écrits par l'IA en les décrivant notamment moins captivants. L'autrice japonaise Rie Kudan, qui a remporté le prix Akutagawa pour son roman Tokyo-do Dojoto, a exprimé avoir utilisé l'IA pour 5% de son livre. Bernard Werber lui-même, auteur des Fourmis, a comparé ses compétences d'écriture à celles de ChatGPT. Il lui a demandé de rédiger le premier chapitre d'un roman à sa manière et a admis que le texte généré était mieux écrit que ce qu'il aurait pu faire. Il souligne que les phrases sont plus longues, le vocabulaire plus riche et les tournures plus complexes et stylisées. Il dit aussi que cette expérience l'a aidé à comprendre ses propres spécificités et failles en tant qu'auteur. Werber privilégie la complexité de l'histoire sur l'esthétisme de la forme, tandis que ChatGPT propose plutôt une écriture élaborée, comparée par Werber à un plat en sauce. Alors, comment l'IA s'invite dans nos bibliothèques ? Déjà par des livres 100% générés sur Amazon, aussi via des traductions de livres qui n'ont plus besoin d'humains, ou plus subtilement, entre les lignes d'auteurs et d'autrices en manque d'inspiration ou à la recherche de nouvelles expériences. Dans nos oreilles, 35% des musiciens ont déjà utilisé l'IA dans leur travail selon la SACEM. Cette pratique, appelée composition musicale assistée, comporte des usages sur de simples aspects techniques comme Splitter, créé par Deezer, qui propose de séparer les pistes audio d'un morceau, à beaucoup plus complexes. Joachim Garraud par exemple utilise les algorithmes pour isoler les dialogues d'un film pour ses remixes. Un florilège de logiciels permet déjà d'automatiser le mixage en analysant les mélodies, le volume, les rythmes, puis régler la compression, l'égalisateur et l'harmonise avec des options de réduction de bruit et de déverbération. Des logiciels comme ça, il y en a des tas sur internet, plus ou moins gratuits. Ils permettent de gagner du temps sur une tâche souvent chronophage. Le mastering, enfin, dernière étape de la production, peut être automatisé avec des logiciels comme Landr, LANDR, qui garantissent une qualité professionnelle. Pour éviter la redoutée page blanche, Flow Machines, entre autres, propose des inspirations, des compositions personnalisées à l'artiste pour stimuler sa créativité. Pour s'entraîner ou tester des morceaux, l'application Metronote permet de jouer avec des musiciens numériques qui accompagnent en rythme et s'adaptent. Durant la composition, l'IA s'immisce davantage dans l'artistique. Des voix peuvent être générées comme celle d'Eminem chez David Guetta, plus besoin de s'enregistrer pour faire une collaboration, il suffit d'avoir des logiciels comme Acapella Group et surtout le consentement de l'artiste. Les studios s'emparent aussi de cette technologie, Universal Music Group collabore avec Sound Labs pour créer des modèles vocaux de chanteurs pour changer la langue ou créer des accompagnements avec soi-même. Les studios utilisent l'IA aussi pour planifier des tournées, organiser des carrières, optimiser des journées avec des programmes ultra personnalisés. Les applications de musique comme Spotify ont de leur côté utilisé l'IA pour optimiser les recommandations en fonction des données de chacun, en fonction de l'humeur ou du style préféré dans la chanson ou le podcast. L'art s'automatise aussi comme au cinéma ou dans la littérature. Les outils génèrent des visuels entiers de disques, d'albums, d'affiches, voire même de clips vidéo en quelques requêtes. Déjà très performants, des logiciels comme Udio peuvent générer des musiques entières. Certains logiciels peuvent s'adapter à l'humeur de l'auditeur, son âge, le moment de la journée, etc. Chacun peut avoir sa propre playlist personnalisée, inédite.
Ce qui est regrettable, ce sont les références communes perdues, les partages de nouveautés, car chacun sera enfermé dans sa bulle, parfaitement satisfait de ses propositions personnalisées. Mais n'est-ce pas, plutôt que l'écoute en elle-même, le partage d'un morceau, d'un son, d'un artiste et des émotions profondes le plus important ? Pour l'instant, aucun droit d'auteur ne s'applique à ces créations 100% IA, mais les organismes comme la SACEM en France réfléchissent à une classification spéciale pour y appliquer des règles spécifiques. Manette en main, l'IA est ancrée depuis longtemps dans le vocabulaire des joueurs. Dans les jeux vidéo, cette appellation désigne tout personnage non joueur qui interagit avec le joueur. Du simple coéquipier dans FIFA au monstre hostile de Minecraft, des algorithmes reproduisent un comportement humain pour faire vivre l'expérience vidéoludique. Seulement, aujourd'hui, c'est l'IA générative, encore une fois, qui bouleverse l'industrie. Jusqu'à la génération intégrale comme peut le faire VO3 de Google, l'IA permet aux développeurs de jeux de les aider. D'abord pour tester des comportements, des interactions, des défis, des environnements, mais aussi l'IA sert de cobaye pour observer son adaptation et ses choix. Elle peut aussi s'améliorer, améliorer le jeu et y être intégrée pour plus de naturel face aux joueurs, procédé utilisé notamment dans The Last of Us. Ces interactions peuvent mener à des situations ultra personnalisées comme le jeu Suck Up qui utilise une IA conversationnelle directement via le micro du joueur et les dialogues des personnages. Cette personnalisation peut être environnementale et offrir des expériences originales à chaque partie. Grâce à la génération procédurale d'IA, des jeux comme Minecraft déjà en 2011 ou No Man's Sky en 2016 génèrent des mondes, des personnages de façon aléatoire à chaque partie en temps réel. L'environnement évolue aléatoirement suivant les règles définies par le développeur, le jeu peut ainsi être infini. Pour s'adapter à la difficulté, l'IA peut analyser le comportement ou la progression du joueur, comme dans Left 4 Dead. Côté technique, l'IA améliore l'expérience comme la qualité d'image grâce à des technologies comme le Deep Learning Super Sampling DLSS, utilisé notamment par la récente Nintendo Switch 2. ChatGPT génère déjà des codes informatiques plus ou moins rudimentaires et des modèles 3D aux environnements vivants pourront être générés de plus en plus facilement et de mieux en mieux. Beaucoup de studios se disent déjà prêts à utiliser l'IA, d'autres sont plus réfractaires. Comme partout, seul l'avenir nous démontrera les frontières repoussées par cette technologie. Alors, que retenir de tout ça ? Déjà, l'IA est partout, littéralement depuis des années, d'autant plus maintenant qu'elle peut générer du contenu à l'infini. Cependant, l'IA dans son utilisation actuelle représentera environ 60% des gaz à effet de serre mondiaux d'ici 2040 et nécessitera 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d'eau d'ici à 2027, notamment pour refroidir les millions de data centers à travers le monde. Cette technologie pompe déjà aujourd'hui dans une ressource limitée. Les impacts sociaux sont déjà visibles, tous les arts sont touchés, de l'écrit au visuel en passant par l'audio. La question des droits d'auteur est brûlante et celle des emplois supprimés au cœur des préoccupations sociétales. À long terme, au-delà des questions juridiques, c'est une transformation en profondeur de notre société que nous vivons sans savoir jusqu'où ce sera tenable. Aujourd'hui, elle permet aussi bien de s'inspirer, d'aider le créatif, d'exécuter des tâches mécaniques, mais aussi de construire, de produire toute seule. Ainsi, à court terme, c'est un choix éthique et préférentiel individuel qui se pose. Accepterons-nous de consommer un contenu généré artificiellement et considérons-nous ces contenus comme de qualité ? À coup sûr, oui, objectivement. L'IA met déjà l'humain face à ses limites. Est-ce que les effets spéciaux du cinéma, les mélodies entêtantes, les figures de style littéraire paraîtront fades à côté des créations bluffantes de l'intelligence artificielle ? La valeur de toute chose sera altérée. À moins qu'au contraire, elle en révèle l'essence. On ne consomme pas une œuvre pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle raconte. Le ressenti n'est pas le critère objectif. Lorsqu'on regarde un tableau, ce n'est pas le dessin en lui-même qui grave l'histoire. L'esthétisme est de passage. C'est son histoire, ses messages, son implicite, ses détails, son auteur ou son autrice qui en font une œuvre, ce que chacun en retire. Ce n'est pas la personnalisation de l'œuvre qui importe le plus, mais comment chacun s'approprie un bien commun individuellement et le ressenti collectif de ces instants. Merci d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout, une création 100% humaine qui j'espère vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas ou à en discuter autour de vous. À bientôt sur Tour d'Horizon.